Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo live de la Ligue des auteurs professionnels, artistes-auteurs. Un statut dédié aujourd'hui à un sujet que vous adorez, bien sûr, un sujet que vous rencontrez quotidiennement, un sujet qui vous préoccupe sûrement en ce moment avec la déclaration sociale. J'ai nommé l'URSSAF. Pour parler de ce sujet, ce soir, plusieurs invités. Pour démarrer, Cécile qui est autrice. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Pierre Garçon du SNAP. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Nous sommes également avec Benoît de la Société des auteurs de jeux. Bonsoir. Et avec Marie du STA. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bon, l'URSSAF, ça fait un moment qu'on en parle tous. Je pense que c'est devenu, je dirais, voilà, un sujet d'obsession pour beaucoup d'entre nous. Nous avons déjà eu un précédent live à la Ligue sur ce sujet où nous avions pu déjà répondre sur des problématiques très précises, de bugs, etc. Mais là, l'idée de ce second live, c'est peut-être de prendre un peu de hauteur, de pouvoir échanger sur ces sujets, de réfléchir aussi à l'historique qui nous a conduits ici, et puis d'avoir l'intervention que nous aurons en deuxième partie de Yann-Gaël Amgar, qui est donc le directeur de la caisse de l'URSSAF, qui va, je dirais, répondre à nos différentes questions, peut-être pas dans la précision de tous les différents bugs ou difficultés que vous avez pu rencontrer. Pour le coup, il y a vraiment des webinaires URSSAF qui sont dédiés à ces sujets, mais en tout cas de voir quelles sont les perspectives et quelles sont, on l'espère, les solutions pour arriver à surmonter ce qui est pour beaucoup d'entre nous, il faut bien le dire en ce moment, une certaine épreuve. Alors pour démarrer, j'avais envie de commencer par toi, Cécile, parce que la thématique de ces lives, c'est vraiment de partir de nos expériences de terrain. Quand est-ce que tu as entendu parler de la transition URSSAF? Comment tu as appris ça, toi en tant qu'autrice? Alors, moi en tant qu'autrice, déjà ça fait 12 ans que j'écris de manière peu professionnelle au début, puis après petit à petit je me suis professionnalisée. Et donc la première fois que j'ai entendu le mot URSSAF pour gérer nos droits, c'était peut-être 6 mois avant que la transition se fasse entre l'AGSA, donc notre ancien organisme de gestion des droits des cotisations sociales. Et c'était vraiment quelque chose de très abstrait, parce que le statut des auteurs étant assez inexistant, en tout cas aux yeux de nos instances, je me disais, oh, ça va se faire tout seul, c'est encore un truc, on va nous envoyer un papier, puis on nous dira ce qu'il faut faire, etc. Parce que là, j'ai ça, malgré tous les problèmes qu'il y avait, c'était assez carré, il y avait des explications, etc. Et l'URSSAF a, je pense, tenté de reproduire ce que faisait la GSA, mais avec des moyens différents, probablement. Et je m'en suis pas trop préoccupée, j'avoue. De toute façon, il y avait une période de transition où c'était très très flou, tout le monde, personne vraiment ne savait à quelle sauce il allait être mangé, concrètement. Moi non plus, donc je me suis dit, bon, de toute façon, la période de transition va être compliquée, donc je vais attendre. Et j'ai attendu longuement, 1 an et demi, il me semble, avant que enfin. Tu as reçu ton mot de passe quand même? Non, j'ai attendu justement sagement de recevoir mon mot de passe, de me dire bon bah. J'étais inscrite à la GSA, j'étais affiliée, pas juste assujettie, je vais sûrement être dans leur liste, et rien du tout. Donc c'est moi, au bout d'1 an et demi, qui m'en suis préoccupée quand même, parce que je me suis dit, bon là, c'est vraiment, ça c'est pas perdu, j'ai essayé de les avoir au téléphone, j'ai eu personne, donc j'ai fait toutes les démarches, etc. Et j'ai fini au bout de 6 mois, il me semble, par avoir mon mot de passe, qui ne fonctionnait pas. Parce que par ailleurs, entre-temps, j'étais devenue auto-entrepreneuse, et donc je ne sais pas pourquoi, il y avait une correspondance entre mon compte auto-entreprise à l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs et mon compte artiste-auteur, qui ne sont pas les mêmes sites, mais apparemment il fallait que le mot de passe corresponde. Ce qui en soi est un peu préoccupant pour des questions de sécurité diverses. Et donc la dame de l'URSSAF que j'ai au téléphone, parce que j'ai finalement réussi à les avoir au téléphone au bout de 2 ou 3 semaines, m'a gentiment aidée, a été très compétente, mais clairement on sentait un peu le désespoir, quoi. Voilà, de mon côté et du sien, parce que c'était compliqué. C'était le flou total. Il y avait a priori des processus qui avaient été mis en place, mais concrètement les moyens ne suivaient pas. Donc des deux côtés c'était n'importe quoi en fait, faut le dire comme c'est. Et j'ai fini par enfin avoir un compte. Après est venu le temps de la déclaration, qui était impossible parce que le site ne fonctionnait pas, mais ça passe encore, j'étais enfin reconnue. Et donc c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans par là. Sachant que
je suis donc autrice d'un côté, artiste-autrice, et je suis aussi entrepreneuse, donc auto-entrepreneuse depuis février 2019. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris ce qui marchait déjà pour près de 2 millions d'auto-entrepreneurs pour l'appliquer aux auteurs. Parce que ce serait tellement plus simple en fait de copier les process qui existent déjà et qui sont très très bons, sachant qu'en auto-entreprise, il y a autant de cas qu'il y a d'entrepreneurs. C'est vraiment, il y a des gens dans tous les domaines, etc. Et je trouve vraiment ahurissant que pour un organisme qui est censé être un organisme national et avoir des moyens, il n'y ait pas eu ces moyens-là qui soient déployés pour répondre un petit peu à cette question qui est très intéressante, Cécile, je pense qu'il y a une difficulté première qui est le problème de l'identification qui n'a jamais été fait depuis 40 ans, qui fait que l'URSSAF a quand même dû démarrer avec des bases de données, si on a bien compris dans les concertations, quasi, je dirais... inexistante, pour ne pas dire parcellaire. Mais ça, je sens que Pierre pourrait nous faire un petit point historique sur ces sujets, parce que Pierre, tu connais bien depuis 10 ans, je dirais, le dossier AGSA, MDA, URSSAF désormais. Oui, alors bonjour. Bon, je suis sculpteur et j'ai siégé au conseil d'administration de la Maison des Artistes, voilà 10 ans. Et il y a 8 ans, à l'issue d'une erreur, des ministères des tutelles, donc de la culture et de la santé, les artistes-auteurs ont été coupés de leur sécurité sociale. C'est-à-dire que les conseils d'administration de l'AGSA et de la Maison des Artistes n'ont plus existé. Suite à une erreur, nous ont dit les ministères, parce qu'ils n'avaient pas programmé de nouvelles élections et parce qu'ils avaient oublié de proroger nos mandats. Alors, depuis 8 ans, se succèdent des administrateurs ou des administratrices provisoires, mais depuis 8 ans, qui jouent le rôle des administrateurs élus que nous étions, élus et artistes-auteurs que nous étions. Et ces personnes sont certainement de bonne volonté, mais ne sont pas des artistes-auteurs, ce sont des hauts fonctionnaires de l'administration. Il n'y a plus de commission professionnelle depuis cette période-là, et depuis 2 ans et demi, il n'y a plus de commission d'action sociale qui se réunissent. L'an dernier, l'administratrice provisoire a accordé à moins de 50 personnes des dossiers d'aide sociale sur l'ensemble du régime. Le rapport, c'est les derniers rapports parus. Donc, en ce moment, nous pensons que ce qui fut probablement une erreur au départ, un oubli, nous le vivons comme une trahison des ministères de tutelle. Je dis ça à nous, le SNAP, CGT et certainement de nombreuses autres organisations professionnelles. En effet, parce que lorsqu'on siégeait à l'URSSAF, on aimerait y siéger. On n'y siège pas du tout à l'URSSAF. Mais... Pas du tout à l'URSSAF. Lorsqu'on siégeait dans notre sécurité sociale, on pouvait apporter des réponses pratiques et assurer un suivi avec les évolutions que les administrations nous imposaient. Ça ne voulait pas dire qu'on pilotait tout, mais quand des directives arrivaient, on pouvait faire ce suivi et faire en sorte que ces modifications ne soient pas brutales et surviennent de bonne manière, quoi. Ce qui n'arrive plus du tout depuis 3 ans. Parce que depuis 3 ans, on est ballotté de réunion en réunion au ministère, hein, certains d'entre vous le savent, des concertations qui servent à rien, où on ne nous écoute pas et où en fait finalement tout continue sans que nos observations soient prises en compte concrètement. Donc voilà, moi je pense que la situation profonde la raison de cette situation, c'est que nous sommes coupés de notre régime de sécurité sociale, alors que nous étions autrefois, les artistes-auteurs, avaient des élus, c'est-à-dire qu'il y avait des élections. En particulier à la MDA. C'était le cas pour la GSA aussi, mais c'était particulier parce que pour le coup, c'était même pas des organisations réellement qui siégeaient, c'était des personnes, hein, c'est bien ça? C'est cela. Alors, il y avait tout de même des élections, et il se trouve que
Et En tout cas, la MDA, j'en ai entendu parler. Candidature par poste, donc c'était pas vraiment des élections, quoi. C'est-à-dire que les organisations s'arrangeaient entre elles, organisations et sociétés d'auteurs de ce côté-là, s'arrangeaient entre elles pour ne mettre que les candidatures qu'ils souhaitaient faire élire, et du coup, on ne pouvait pas forcément appeler ça des élections. C'en était. À la Maison des Artistes, il y avait de vraies élections avec des vrais groupes d'auteurs. Oui, puis il y avait des campagnes électorales avec vraiment des syndicats qui défendaient des positions qui étaient connues publiquement. Alors que la GSA, je ne sais pas toi Cécile, mais moi j'ai jamais entendu parler en tant qu'écrivaine d'une élection à la GSA jusqu'à ce que j'apprenne plus tard dans les documents vraiment légaux qu'elles existaient avant. Non, j'en ai jamais entendu parler non plus. Ce qui me fait penser d'ailleurs, aujourd'hui j'ai voté pour les élections à la SACD. C'est pas tout à fait la même chose, mais pareil, c'était des élections dont on n'avait jamais entendu parler avant qu'elles aient lieu. Donc pour connaître les programmes, c'était un peu compliqué. Alors, oui, est-ce que je peux rebondir là-dessus ? C'est très intéressant parce qu'en fait, ce système à la GSA était un système pseudo-démocratique où les gens entre eux désignent les candidats, ce qui se passe dans de multiples autres sociétés d'auteurs, ce qui ne se passe pas dans la société d'auteurs dont je suis vice-président à la CEF, où tout le monde est avisé des élections et peut porter sa candidature. Donc je ne voudrais pas qu'on mette toutes les OGC dans le même sac sur cette question. Voilà. Alors, pour rebondir peut-être, je fais une petite transition, mais de ton côté, Benoît, tu représentes aujourd'hui la Société des auteurs de jeux. On a parlé d'oubli, là, sur cette population, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les auteurs de jeux ? Parce que finalement, ce sont des auteurs à part entière dont on entend assez peu parler. Oui, alors on est dans une situation un peu différente par rapport aux autres artistes-auteurs qui sont issus de domaines plus traditionnels, comme la sculpture ou le livre. Nous, on a à peu près 20 ou 30 ans de retard en termes de reconnaissance. Là, à la Société des auteurs de jeux, on représente environ 500 auteurs et autrices. Mais on est une structure qui existe depuis seulement 5 ans. Et la plupart des auteurs de jeux ne sont pas du tout dans le circuit des artistes-auteurs et ont un gros syndrome d'imposteur sur leur statut d'auteur. Beaucoup d'entre eux ne s'identifient pas immédiatement en tant qu'auteur de jeu, puisqu'on ne leur a jamais dit que être auteur de jeu, c'était un métier à part entière. Et notre tâche principale à la SAGE, c'est de travailler à cette reconnaissance de la part des institutions pour que les auteurs de jeux, les autrices, se sentent auteurs de jeux, soient reconnus comme tels et puissent bénéficier de toutes les mesures qui existent pour les autres artistes-auteurs. Alors, une question juste, Benoît, une toute petite parenthèse, mais vous touchez des revenus artistiques, vous avez aussi des droits d'auteur, enfin des droits d'exploitation. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous êtes identifiés par l'URSSAF ? Alors, mais pas du tout. Au moment de la bascule vers l'URSSAF, on a fait un sondage auprès de nos adhérents pour avoir une petite situation, une visibilité sur le milieu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait moins de la moitié des auteurs qui déclaraient, qui payaient des cotisations à la GSA. Tout simplement parce que jusqu'à l'arrivée de l'URSSAF, les auteurs de jeux n'étaient pas reconnus par la GSA en tant qu'auteurs. Et donc, les seuls moyens pour se mettre à payer des cotisations, c'est si on touchait énormément de droits d'auteur, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Et là, on était repéré par les impôts, j'imagine. Et donc là, on recevait l'autorisation d'aller cotiser aux AGSA. Mais sinon, n'importe quel auteur qui se présentait, on n'avait pas le droit. On demandait, est-ce qu'on peut cotiser ? On touche des droits d'auteur. Ça fait c'est fou. 30 ans que les auteurs de jeux touchent des droits d'auteur et sont payés en droits d'auteur avec des contrats prix du livre. Donc, et puis des contrats d'édition, la plupart du temps. Oui, c'est de la cession de droits classique. Enfin, vraiment, nous, notre modèle, c'est le livre. On a repris des contrats du livre et c'est quelque chose qui est tout à fait en place. Mais pendant très longtemps, quand les auteurs demandaient à payer des cotisations, on leur disait non, vous n'existez pas, vous rentrez dans aucune case. Nos éditeurs, ils ne pouvaient pas payer de cotisation, ils ne savaient pas où payer. Donc il n'y avait aucune cotisation. Que pour quelques grands anciens qui touchaient de gros revenus, là, eux, ils étaient acceptés de manière un peu spéciale par les AGSA.
Mais sinon, la plupart voilà, n'étaient pas reconnus. Et là, nous, le passage à l'URSSAF, pour nous, c'est une transition un peu différente des autres parce que là, c'est devenu quelque chose de quasi automatique. C'est-à-dire qu'avec le passage à l'URSSAF, les auteurs et les autrices ont commencé à recevoir des Oui, il y a une courriers. identification plus massive qui est en train d'être faite. Voilà. Et du coup, la plupart de nos auteurs et nos autrices sont totalement perdus parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de DGFA, jamais entendu parler de l'URSSAF. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils ne comprennent pas ce que c'est les cotisations parce que la plupart ne sont pas professionnels. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux de s'adapter à... Alors, c'est un changement pour tout le monde, mais nous, on découvre complètement ce nouveau milieu et on fait beaucoup d'explications auprès de nos adhérents pour leur montrer, et moi le premier, hein, il y a 6 mois, je connaissais beaucoup moins que maintenant, pour pouvoir expliquer aux gens exactement comment ça fonctionne, ce à quoi ils ont droit, ce qu'ils doivent payer, comment il faut que ça fonctionne. Et on en est encore très loin. Enfin, moi, je sais que ma déclaration URSSAF, je l'ai remplie. Pour l'instant, sur mes 10 lignes, j'en avais 7 de remplis, c'était bien. Mais sur les 7, j'étais déclaré en autre multimédia, autre activité du livre, autre... il y avait 4 ou 5 autres complètement différents qui ne représentent pas du tout mon activité. Et voilà. Et nous, on mise beaucoup, sûrement trop, hein, sur les négociations, les réunions que l'on a eues en ce moment avec le ministère pour la nouvelle nomenclature de l'URSSAF. J'allais t'en parler comme transition pour aussi interroger Marie. C'est vrai que cette nomenclature, c'est quand même un enjeu très important pour l'identification des métiers et de la réalité de nos pratiques. Oui. Et est-ce que ça avance, cette nomenclature? Comment ça se passe? Ça avance, mais c'est compliqué. J'avoue que moi, c'est pas le sujet sur lequel je suis la plus au point. Même si nous, effectivement, on représente donc au STA des gens qui sont un petit peu dans tous les domaines. C'est aussi quelque chose de difficile parce qu'on est face à des interlocuteurs qui ne connaissent pas nécessairement la réalité de nos métiers. Je ne dis pas que c'était tout le temps le cas à la GFA et à l'UDA, mais peut-être un petit peu plus qu'à l'URSSAF. Et ça nous met aussi un petit peu en face du fait que la transition, au-delà de la question a-t-elle été bien préparée, mais en plus de ça, on se retrouve donc avec 70 personnes pour gérer 270 000 dossiers et qui donc, même si elles sont des personnes pleines de bonne volonté, ne peuvent pas faire plus que ce qu'on peut faire à 70 pour gérer 270 000 dossiers. Et puis, il y a effectivement cette question des interlocuteurs qu'on a auprès des différents ministères et de faire reconnaître, d'être face à des gens qui ne connaissent pas en fait notre statut, et statut qui est effectivement complexe. Un exemple en plus, je vais prendre un exemple que je connais bien puisque je suis traductrice principalement. La traduction peut relever ou non du droit d'auteur. C'est bien sûr typiquement une des activités dans lesquelles ce n'est pas en fait la pratique qui définit le régime, mais c'est le diffuseur. Donc, prenons un exemple assez typique. Je travaille beaucoup en traduction audiovisuelle. Donc, principalement, je fais du doublage. Je traduis les textes que les comédiens diront ensuite. Si je fais une traduction pour le doublage, le texte que je produis va être utilisé directement et va être diffusé tel quel. Peut-être une modification sur une phrase, mais il va être diffusé. Donc, c'est bien ce que j'ai produit qui va être utilisé. Et donc, je peux effectivement déclarer cela en droit d'auteur. Et même, je dois. Ça relève du droit d'auteur. En revanche, si je fais une traduction de scénario, on pourrait penser que c'est la même chose, puisque un scénario, une traduction, on est exactement sur le même type de travail. On va traduire des dialogues et on va produire, donc on est dans la création intellectuelle, dans la création artistique, puisqu'on part d'une base, mais on recrée, on réécrit, etc. Eh bien, ça ne peut pas se déclarer en droit d'auteur. Alors, c'est encore, apparemment, il est encore question peut-être de pouvoir modifier ça, mais puisque le scénario n'a pas vocation à être diffusé tel quel, ça n'entre pas dans le cadre du droit d'auteur.
Alors peut-être, oui, pour préciser quelque chose sur les revenus, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, c'est vrai que le régime artiste-auteur, on va dire que l'ensemble des revenus, c'est les revenus artistiques. Et quand on a des œuvres qui sont diffusées et qui génèrent donc un revenu proportionnellement aux ventes, aux vues, enfin on peut imaginer tous ces modèles, on touche ces fameux droits d'auteur. Et là, c'est vrai que c'est intéressant parce que tout ce que vous dites, toi Marie, Benoît, montre cette espèce d'instabilité, de flou et je dirais même de décalage entre la réalité de certains métiers et les pratiques et une reconnaissance institutionnelle et même sociale qui montre une disjonction entre la réalité de personnes qui travaillent et puis, je dirais ensuite, tout ce mécanisme. D'où l'importance de cette nomenclature, parce que la déclaration sociale URSSAF, alors peut-être qu'on s'arrache les cheveux dessus, mais néanmoins, c'est un enjeu très important en termes de récupération de données, pour peut-être un jour avoir un observatoire des métiers, on l'espère, mais pour ça, tout se base sur cette fameuse déclaration des revenus et on devrait pouvoir capter ces informations cruciales. Et pour l'heure, de ce que j'ai compris, en tout cas de l'avancée des négociations, la nomenclature ne semble pas du tout aujourd'hui, telle qu'elle a été présentée par les ministères, pouvoir répondre aux besoins de récupération de données statistiques pour pouvoir avoir une observation solide de ces métiers. Et puis en plus de ça, j'ajouterais alors un peu dans le même sens, ce qui est aussi très compliqué quand on parle de droit d'auteur, que ce soit avec des auteurs et autrices ou avec des publics qui ne connaissent pas nécessairement la réalité du travail qui relève du régime artiste-auteur, c'est que, par exemple, en anglais, on a deux mots. Il y a royalties d'un côté et il y a copyright de l'autre. En français, c'est la même chose. Et lorsqu'on peut très bien être payé en droit d'auteur, donc le mode de revenu peut faire partie du régime artiste-auteur sans pour autant que ce revenu soit corrélé à un nombre de ventes. Exactement. Sans que ce soit le produit. Encore une fois, je prends un exemple de traduction parce que bon, c'est quelque chose que je connais et c'est aussi souvent quelque chose qui parle assez facilement à un public plus large. La traduction littéraire. Traduction littéraire, donc qui entre dans le cadre du droit d'auteur, parce que c'est une création de l'esprit, mais aussi parce que c'est généralement diffusé sous forme de livre. Donc le diffuseur est bien identifié par autrefois la GSA, aujourd'hui l'URSSAF, comme relevant du droit d'auteur. Généralement, un traducteur ou une traductrice littéraire va signer un contrat avec la maison d'édition et il va avoir une avance sur droit d'auteur. Mais en réalité, cet argent-là, il est décorrélé du nombre de ventes. C'est-à-dire que si on dépasse le nombre de ventes, on touchera ensuite des droits, etc. Mais ce que touche le traducteur ou la traductrice pour le nombre de feuillets qu'il a rendu, c'est un salaire, si on veut. Enfin, en fait, c'est pas exactement proportionnel, puisqu'on ne sait pas encore combien de livres... En fait, c'est vraiment un revenu de l'acte de création. C'est-à-dire que c'est... en effet, ça rentre dans le régime artiste-auteur, mais c'est censé être un revenu qui n'est pas du droit d'auteur, en fait. Ce n'est pas lié à l'exploitation de l'œuvre, c'est lié à sa conception. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est toujours pas reconnu. Enfin, ça l'est plus ou moins, c'est un peu flou, mais il n'y a pas de distinguo opéré, alors qu'au Québec, c'est quelque chose qui est tout à fait fait. Ça leur a permis d'être très efficace dans les aides Covid parce qu'ils pouvaient distinguer le moment où on était en train de travailler du moment où il y avait des œuvres exploitées. Je crois que Pierre lève la main. Vas-y, Pierre. Après, je dois faire une transition sur oui. Dessine-moi un statut, mais vas-y. Oui, en fait, la question de qu'est-ce qu'on fait, ça ne veut pas dire qu'on est dans le régime auteur. Je peux très bien sculpter sans faire partie du régime auteur si je reproduis sur une façade des sculptures du XVIIIe siècle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le même parallèle que pour le livre. Et dans le régime auteur, je peux vendre mes sculptures ou mes peintures ou mes dessins et c'est de la vente et ce n'est pas du droit d'auteur. C'est de la vente d'œuvres à 5,5 de TVA, plus intéressant que le droit d'auteur à 10%. À 5,5 de TVA, plus intéressante si on est assujetti à la TVA et si on fait ce choix-là. C'est vrai. Parce que c'est corrélé à ça. Je pense que là où on a loupé le coche dans l'historique de ce qui se passe, c'est ce moment où on était porteur d'une caisse de sécurité sociale des artistes-auteurs, une vraie caisse, c'est-à-dire un endroit où à la fois se collecte l'argent, mais à la fois vont des droits, sont fléchés des droits.
Et ce projet de caisse de sécurité sociale qui était le moment vers 2014-2015, c'était ce moment-là elle se sentait, les tutelles étaient presque d'accord pour le faire. On ne s'est pas accordé entre organisations, ça ne s'est pas fait. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation affreuse, quoi. Et je pense que ce que nous pourrions porter, c'est un guichet unique, au moins. Tout à fait. C'est-à-dire un guichet unique, c'est-à-dire qu'un endroit où l'URSSAF collecte l'argent, ok, mais quelque part, un service spécialisé sur l'assurance maladie pour les indemnités journalières, maternité ou maladie, un endroit où on puisse flécher aussi et conseiller sur les retraites. C'est une horreur ce qui se passe sur les retraites en ce moment. Et même sur les CAF, parce que la manière dont sont traités d'un département à l'autre les artistes-auteurs au RSA ou les allocations logement, c'est catastrophique. Quand on est artiste-auteur ou travailleur indépendant, les allocations logement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une galère. Donc, à mon avis, ce qu'il faut porter ensemble, qu'on peut porter ensemble, c'est ce guichet unique dont les tutelles ne veulent pas. Et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Tout à fait. Eh bien, ça nous fait une transition vers Dessine-moi un statut, une vidéo pour expliquer justement cette fameuse transition. Et puis maintenant, l'URSSAF Limousin. Émilie, générique. Les URSSAF sont les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ce sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit de la branche recouvrement de la sécurité sociale. Les URSSAF ont pouvoir pour recouvrer les cotisations, mais aussi contrôler et sanctionner les cotisants lorsqu'ils ne déclarent pas ou pas correctement leurs cotisations sociales. En principe, les URSSAF ont un champ de compétences régional. Il existe toutefois une exception pour nous, artistes-auteurs, car l'URSSAF Limousin a une compétence nationale pour notre régime de sécurité sociale. Depuis 2020, l'URSSAF Limousin est devenu notre interlocuteur pour les déclarations et le règlement de nos cotisations relatives à nos revenus artistiques. Pourquoi ce changement ? Les fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018 exposaient l'obsolescence des systèmes d'information de l'AGSA et la MDA et leur peine à procéder au recouvrement. Ces difficultés ont lourdement porté préjudice aux artistes-auteurs et vont avoir des conséquences dramatiques sur le long terme. Pour régulariser la situation, la décision politique a été prise de basculer le recouvrement des cotisations à un nouvel opérateur dans le but d'améliorer la vie administrative des artistes-auteurs. Un portail internet URSSAF artistes-auteurs a été spécialement conçu pour les artistes-auteurs et les diffuseurs d'œuvres. Hélas, la création de ces espaces personnels a été très laborieuse pour bon nombre d'entre nous. Bugs divers, impossibilité de recevoir ses codes d'activation, déclarations erronées, la liste est longue. La transition entre les organismes AGSA, MDA et URSSAF Limousin a souvent tourné au cauchemar administratif. Voilà pourquoi, avec d'autres organisations professionnelles, la Ligue continue de mener ses actions pour trouver des solutions très concrètes dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, le régime social des artistes-auteurs est toujours privé de gouvernance. Après 50 ans de dysfonctionnement de leur régime de sécurité sociale, les artistes-auteurs sont en droit d'obtenir enfin une protection sociale opérationnelle. Nous sommes de retour. Merci pour cette formidable vidéo de Mick Anquet, vraiment très simple et pragmatique pour nous expliquer toutes ces transitions et les enjeux autour de l'URSSAF. Alors, Cécile, tu vas bientôt nous quitter. J'avais envie de te demander, toi, de ton côté, aujourd'hui, dans ta vie d'autrice, qu'est-ce que tu pourrais formuler comme demande pour voir vraiment s'améliorer l'URSSAF artiste-auteur ? Eh bien, un vrai statut avec des vrais droits auxquels on aurait vraiment droit et pas juste dans la théorie sur le papier. Parce que je pense que c'est indispensable. Si on veut avoir un guichet unique ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse être identifié déjà, donc on en parlait tout à l'heure, mais au-delà de ça, il faut vraiment un statut dans lequel tous les artistes
auteurs, autrices et autoristes puissent se reconnaître en fait, et c'est-à-dire s'identifier et donc se manifester quand on en fait partie. On parlait tout à l'heure par exemple du jeu de rôle et du manque d'identification. Moi il se trouve que j'ai traduit du jeu de rôle pendant quelques années pour un même éditeur, et en fait l'éditeur lui-même ne savait pas me dire si c'était considéré comme une œuvre de l'esprit ou pas, parce que c'était à moitié technique par moment, puis par moment c'était un peu plus littéraire. Donc s'il y avait un statut clair avec vraiment une liste, tout simplement, des choses comme ça, pour que déjà les auteurs, quand ils commencent une activité, se disent très bien, est-ce que je suis dans cette liste? Est-ce que je dois cotiser? Est-ce que je peux prétendre à quelque chose? Ça pourrait déjà clarifier le parcours des apprenants et des débutants. Parce que bon, nous on est là, on en discute, bon, on a eu des problèmes, on en aura d'autres, mais on commence à avoir un peu de bagage et un peu de bouteille. Mais ceux qui commencent, ceux qui débutent, déjà nous on était, je pense que tu te rappelles Samantha à quel point on était perdus à l'époque quand on a commencé. Ça, oui. Voilà, mais du coup on avait beaucoup de questions, et là plus le temps passe, j'ai l'impression que plus les questions se multiplient et que la figure de l'auteur en fait se dilue dans un espèce de statut symbolique, mais qui n'est pas un statut social, et ça c'est vraiment problématique, voilà. Et donc d'où les élections qui sont nécessaires, enfin voilà, c'est vraiment un ensemble de choses, ça forme une boucle, et on tourne autour comme des petites bêtes dans leur des ratons laveurs, non pas des ratons laveurs, j'ai plus le mot, enfin bref, c'est des bestioles là qui sont dans la cage. Oui. Des souris, voilà. Les hamsters, voilà. Ouais, merci hamster. Un peu fatiguée à la fin de ma journée, et j'ai l'impression que quand on débute, c'est vraiment quelque chose qui peut faire très très peur et décourager des auteurs qui par ailleurs pourraient avoir des carrières extrêmement florissantes, mais qui du coup par peur d'affronter toute cette montagne administrative refusent des fois des contrats ou des opportunités parce que simplement ils se disent oui mais moi à côté je suis je sais pas moi fonctionnaire, ou je suis ci, je suis ça, et il n'y a pas de parcours fléché en fait. Ce qu'il y a dans notre métier, comme par exemple l'auto-entreprise, quand on est auto-entrepreneur, c'est un parcours fléché, tous les cas sont prévus. Voilà. Oui, ça Marie, je pense que tu pourrais peut-être rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que cette notion de carrière professionnelle, d'accompagnement aussi des jeunes carrières et de repérage dans cet univers, on sent que tout est encore très fragile de notre côté. Alors ça oui c'est vrai, et en particulier, alors du coup je vais aussi rapidement présenter par exemple comment le STA est né. Donc le STA c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses artistes, auteurs et autrices qui fait partie de la CNTSO, et on s'est rencontrés, on était quelques autrices qui travaillaient dans des milieux différents, plasticiennes, photographes, traductrices, etc. À Lyon. Maintenant, on a des gens un peu ailleurs, mais à la base, on était à Lyon. Et on s'est rencontrés autour du mouvement, autour de la réforme des retraites. Donc le mouvement contre la réforme des retraites. Notamment, il y avait des AG à Rangrève auxquels moi j'étais allée parce que je me disais, c'est le secteur auquel j'appartiens. Et ça a été l'occasion de discussion, notamment avec des étudiantes et étudiants des Beaux-Arts. Et c'était intéressant parce que moi, j'ai pu me rendre compte, effectivement, que pour beaucoup, c'était quelque chose d'extrêmement abstrait. Par exemple, moi, j'ai été étonnée de voir une assez faible mobilisation des artistes, auteurs et autrices sur cette réforme, en tout cas au tout début, parce qu'en réalité, on relève du régime général. Et ça, on est extrêmement peu à le savoir, enfin, en tout cas, en avoir vraiment conscience quand on s'intéresse pas, encore une fois, quand on n'a pas eu le temps, pris le temps ou eu l'occasion de s'intéresser vraiment à son statut. Et pour le coup, on était autant concernés que n'importe quel travailleur, n'importe quelle travailleuse. Mais ça nous semblait loin parce que moi-même comprendre la retraite que j'aurai ou que j'aurai pas, ou voilà, et il a fallu notamment la première réforme pour les artistes-auteurs pour que je m'y intéresse réellement. Jusque-là, je pensais qu'on n'avait pas de retraite, alors que je voyais bien que j'avais des cotisations qui partaient, etc. Je pense aussi que dans la possibilité pour les auteurs et les autrices de s'intéresser à leur statut, il y a deux choses. La première, c'est que je donnerai vraiment le conseil à toutes celles et tous ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à se rapprocher d'organisations professionnelles ou de syndicats dans leur branche, dans leur secteur, ou les organes dont ils se sentent le plus proches. Attention, un hélico va passer, ça va faire un peu de bruit. J'habite près d'un hôpital. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Non, c'est bon. Légèrement, tout va bien.
Donc, d'une part, voilà, il y a ce manque de connaissances parce qu'on est effectivement très atomisé. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé au départ à comprendre mon statut, c'était le fait d'appartenir à une organisation professionnelle de traducteurs et traductrices de l'audiovisuel, mais qui, par exemple, prend le temps d'aller dans les écoles de traduction pour nous dire « vous relèverez de tel statut, donc voilà ». Et par ailleurs, une autre raison, à mon avis, qui tient les auteurs et les autrices un peu à distance de ces questions de paperasse, au-delà de la question de « ah, j'aime pas faire des papiers », personne aime, enfin peu de gens aiment faire des papiers. C'est surtout que la population des artistes, auteurs et autrices, bon pour ça je vous laisserai regarder les différents chiffres qu'on peut avoir via la MDA ou la GSA, c'est globalement une population pauvre. Précaire par son statut, puisque voilà, même les gens qui ont des très bons revenus restent précaires au sens où on ne sait jamais et on n'a pas de droit au chômage puisqu'on ne cotise pas pour, etc. Mais c'est surtout une population qui est globalement assez pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'occuper de ces papiers, c'est se mettre face à ça. Et que lorsque les moyens d'existence sont déjà une préoccupation parce qu'on ne sait pas comment on va payer le loyer du mois prochain, et alors celui à 2 ou 3 mois, bouf, ça semble extrêmement lointain et compliqué. Et sans doute qu'une des choses qui garde les auteurs et les autrices loin de ces choses-là et qui les empêche de s'y intéresser, c'est tout simplement une angoisse qui est liée à la difficulté économique, aux difficultés économiques que rencontrent la plupart d'entre nous. Et à titre personnel, moi je l'ai vu parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins compliqué de m'occuper de ma compta, de m'occuper de savoir ce que j'allais devoir verser comme cotisation, etc. Au moment où c'était plus une angoisse, c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir d'assez bons revenus qui m'ont permis de me dire, bon, je ne suis pas dans l'angoisse, je peux payer mon loyer et même celui d'après. Donc, je vais peut-être prendre le temps de regarder et d'aller voir, d'arrêter de mettre la tête dans le sable. Mais le réflexe de tête dans le sable, on ne peut pas tellement en vouloir aux gens qui le font parce que c'est des conditions matérielles qui sont difficiles. Et ça veut dire aussi qu'il faut à la fois travailler sur notre statut, nos droits, l'accès, comme ça a déjà été dit, un meilleur accès parce qu'on sait qu'il y a un non-recours immense des auteurs ou autrices qui prennent des arrêts maladie, on sait que ça existe, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment pas la majorité de l'espèce. Et je crois que Samantha, tu connais bien la question du congé de paternité. Et on a un de nos adhérents aussi qui nous disait aujourd'hui que il n'a pas pris son congé de paternité parce qu'il a renoncé devant tout ce qu'il y avait. Mais ça veut dire aussi travailler sur le statut d'une part, mais aussi travailler globalement sur nos revenus, c'est-à-dire sur les différentes industries culturelles dont nous dépendons, que ce soit l'édition, l'audiovisuel, les arts, alors je ne sais pas du coup dans quelle catégorie il faudrait ranger comme industrie culturelle, mais en tout cas l'industrie de l'art, que ce soit l'industrie du jeu, toutes les industries culturelles qui dépendent de notre travail de création à la base. Si on ne travaille pas sur une revalorisation également des revenus des artistes-auteurs, ça va être difficile de prendre ce problème à bras-le-corps puisqu'on sait très bien que des personnes qui sont en grande précarité financière déjà n'ont pas le temps de s'occuper de ça puisqu'elles passent leur temps à régler des problèmes de casse, de machin, voilà. Mais en plus, assez logiquement, n'ont pas envie. Oui, par rapport à ce que tu disais sur l'URSSAF, c'est très intéressant sur les différents profils socio-économiques en fait, des artistes auteurs et autrices. On sait que c'est environ 270 000 personnes, dont environ 40 000 qui exerceraient cette activité on va dire à titre principal pour résumer, en tout cas de manière la plus professionnalisée possible, parce qu'on sait très bien que dans les revenus justement en droit d'auteur, il y a aussi des revenus différés. Et combien de personnes nous ont dit, écoutez, moi je suis médecin, j'ai publié un livre il y a 10 ans, j'ai eu, je sais pas, 10 € de droit de la SOFIA, du droit de prêt qui sont tombés. Bon, pourquoi on me dit que je suis artiste-auteur et qu'il faut que j'aille à l'URSSAF, quoi. Et c'est vrai que dans toutes ces questions qu'on se pose, notamment sur l'identification de la population d'un point de vue socio-économique, ça touche la capacité ou non de nos ministères de tutelle à mettre en place des outils, en collaboration évidemment avec l'URSSAF, mais aussi avec tout l'appareillage qu'on doit avoir sur les données statistiques qu'on doit récupérer de manière plus générale. Oui, comment à un moment donné on identifie ces professionnels, comment on fait en sorte de savoir qui ils sont, à la fois pour évidemment aller collecter les cotisations, parce qu'il y a quand même une petite dichotomie qui se met en place, c'est que
quand c'est notre métier et qu'on a une dépendance, je dirais, à ces revenus, on a aussi une dépendance sur la protection sociale, dans le sens où si vous êtes en effet, je ne sais pas, en CDI par ailleurs et professeur, et que vous avez déjà en fait votre couverture sociale, vous allez être, voilà, vous aurez peut-être pas la même énergie et la même joie d'aller remplir votre déclaration URSSAF, parce que vous dites, je sais très bien que je cotise en plus pour la solidarité, et bon, on sait que certaines personnes vont être un peu plus en recul, alors qu'il y a une vraie nécessité d'avoir, évidemment, pour les plus professionnalisés, cotisation et, comme on l'a dit, ouverture de droit en face. Ce qui est encore un autre sujet, mais un sujet très important qu'on a déjà traité plusieurs fois, c'est comment, à un moment donné, il y a une information assez massive sur ces droits sociaux et, je dirais, une reconnaissance institutionnelle du statut qui permet de déclencher ces droits, parce que très souvent, c'est vraiment... Il y a plusieurs raisons qu'on a beaucoup étudiées sur les freins aux droits sociaux, mais il y a l'autocensure, comme on le disait, qui se formule, et les difficultés réelles, parce que, voilà, en fonction de la CPM dans laquelle vous êtes, on va vous dire que vous n'avez pas le droit ou que vous avez le droit, ou on va vous demander des bulletins de salaire, faute de réelle connaissance du régime artiste-auteur. Ce qui me fait ma transition vers ma vie, mes œuvres, Émilie, les témoignages des artistes-auteurs et autrices qui ont accepté de nous raconter leur quotidien avec l'URSSAF, en positif, en négatif. Émilie, générique. Bonjour, alors je me présente, je suis Frédérique Le Romancière. J'ai le statut d'autrice depuis plus de 15 ans. Au début, j'étais adaptatrice de sous-titrage et maintenant j'écris des romans depuis près de 10 ans. Bonjour à tous, je suis Valérie Mangin, scénariste de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Bonjour, je m'appelle Leïla Benabid, je suis autrice et illustratrice. Bonjour, je m'appelle Johanna Dunis, je suis auteure professionnelle depuis 2008, affiliée à la GESA en traitement et salaire. Je suis principalement auteure de guides de voyage et de films documentaires. En parallèle de mon activité d'auteur, donc mon activité principale, je suis également auto-entrepreneur. C'est une activité complémentaire, alimentaire de conseil. Personnellement, je n'ai pas rencontré de problème lors de la bascule entre la Maison des artistes, en ce qui me concerne, et l'URSSAF. Donc tout s'est bien passé à ce moment-là, je fais partie des personnes très chanceuses, j'ai eu mon numéro très vite, la moindre petite question que j'ai eu à poser, j'ai eu des réponses très rapidement au téléphone et des bonnes réponses. Donc je ne vais pas me plaindre, pour le coup, j'ai eu de la chance. Il faut savoir que tous les mois ou tous les mois et demi, j'ai tenté de relancer pour savoir où en était ma situation, car je n'avais pas accès à mon espace en ligne, je ne pouvais pas déclarer mes revenus. Parfois on me disait que mon espace avait été créé alors même qu'il n'avait pas été créé. Parfois on me disait qu'on m'avait envoyé un code d'accès alors qu'on ne l'avait pas fait. Parfois je recevais des mails me donnant des codes d'accès qui ne fonctionnaient pas. Enfin, ça a été un chaos absolument total. Depuis le début, j'ai eu des relations très chaotiques avec la GESA qui, entre autres, a passé son temps à me désaffilier sans raison. J'ai donc été très contente du passage à l'URSSAF. Malheureusement, la transition a été très compliquée. Pendant de longs mois, je n'ai pas reçu les codes pour ouvrir mon compte, malgré un grand nombre de mails et de courriers recommandés. J'ai même fait une tribune sur le site Actualité qui n'a débouché sur rien. Finalement, j'ai réussi à joindre l'URSSAF par téléphone et une très gentille dame m'a dit que j'avais déjà un compte. Elle m'a envoyé les références et un nouveau mot de passe. Heureusement, avant de me connecter, je me suis aperçue que c'était une homonyme, bonjour la confidentialité. Ayant enfin compris le problème, on a pu le résoudre avec l'URSSAF, et comme ça, je n'ai plus que les problèmes communs aux autres auteurs. Alors, mon double statut, donc, m'a valu de faire partie de cas bloqués. C'est-à-dire que les auteurs en traitement et salaire, qui sont également auto-entrepreneurs, en grande partie, ont été face à... Je vous passe les détails du nombre de dysfonctionnements car ça prendrait bien longtemps, mais donc de cas bloqués. J'ai appris que nous étions des cas bloqués grâce à des visioconférences et web séminaires organisés notamment par la Ligue des auteurs. Sinon, je serais restée dans le noir complet car à chaque fois que j'ai tenté de communiquer avec l'URSSAF auteur, j'ai été face à soit une absence de réponse, c'est-à-dire que je n'ai jamais en quasiment un an, reçu une seule réponse à mes mails et j'ai péniblement réussi à avoir quelques agents au téléphone. Comme pour tout le monde, je pense que la bascule de la GESA à l'URSSAF a été douloureuse, principalement à cause des dysfonctionnements du site et toujours parce que le personnel n'est pas formé à nos statuts, donc tout est très compliqué.
j'ai pu comparer parce que j'ai demandé un congé maternité en 2015, donc nous dépendions encore de la GSA, et j'ai aussi demandé un arrêt maladie j'ai eu un arrêt maladie de 2 mois l'année dernière, donc là j'ai eu affaire à l'URSSAF. Par expérience, moi ce qui s'est passé, ça a été lors de la maternité. Donc c'était il y a 11 ans maintenant. Je ne connaissais pas encore le métier parce que je débutais à peine, donc c'était encore avec la Maison des Artistes à l'époque, où je venais juste de m'inscrire, et je ne savais pas du tout de quoi je faisais partie exactement en fait au niveau sécurité sociale. Et oui, parce qu'en fait j'étais un petit peu naïve, j'ai écouté des gens qui m'ont dit n'importe quoi, et au milieu, j'ai pas eu vraiment quelqu'un de professionnel qui m'explique vraiment les choses. Donc je me suis retrouvée enceinte à appeler la sécurité sociale pour savoir ce que je devais faire, et je suis tombée sur une personne absolument pas formée comme la majorité des personnes dans ces domaines-là par rapport aux artistes-auteurs. Et la personne que j'ai eue au bout du fil m'a tout simplement radiée de la sécurité sociale, et je ne l'avais pas compris en plus sur le coup. Ça n'avait pas été que simple pour le congé maternité. J'avais littéralement harcelé surtout ma CPAM, parce qu'auprès des AGSA ça avait été assez simple et rapide. En revanche, il m'avait été impossible d'obtenir le montant de mes indemnités journalières, ce qui est un petit peu compliqué quand même à gérer. Voilà. Donc j'ai connu le montant de mes indemnités journalières lorsqu'elles m'ont été versées. Donc le premier mois du congé maternité, ce qui n'est pas optimal en termes de sérénité. J'ai jamais eu en fait de rattrapage derrière ça une fois que je suis revenue à la sécurité sociale. C'était n'importe quoi. Donc les urgences pour moi, ce serait déjà de former en fait les personnes qui travaillent aussi bien à la sécurité sociale que dans plein d'autres domaines par rapport aux artistes-auteurs. En 2020, pour un arrêt maladie qui avait lieu en septembre-octobre, je m'y suis prise dès le mois de juillet. J'ai regroupé les pièces moi-même, j'ai fait le travail de la CPAM en fait. J'ai regroupé les attestations d'affiliation à la sécurité sociale des auteurs que j'ai demandé à l'URSSAF et à la GSA, qui était fermée. J'ai obtenu 2 exemplaires, donc j'ai tout envoyé avec en plus les textes de loi et plus des textes explicatifs que j'avais trouvés sur les sites des organisations d'auteurs, plus un courrier de ma part. J'ai envoyé tout ce dossier à ma CPAM en mettant en copie le médiateur de la CPAM et la médiatrice de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et j'ai relancé toutes les semaines, par écrit et par téléphone. Ça m'a pris, si je regroupe tout, ça m'a pris 1 semaine de travail à temps plein. Mais j'ai obtenu mes indemnités journalières avec juste 15 jours de retard. Voilà. Aujourd'hui, je suis enfin inscrite à l'URSSAF, mais mes problèmes ne se sont pas arrêtés avec la création de mon compte. À cause des bugs du site, je n'ai pas pu remplir ma déclaration 2019. L'URSSAF m'a donc envoyé une mise en demeure de payer une somme forfaitaire supérieure à 3 000 €. Je les ai recontactés et ils m'ont envoyé un formulaire de déclaration papier que j'ai rempli à l'ancienne et payé par chèque à l'ancienne. Ceci dit, si le chèque a été encaissé, je n'en trouve aucune trace sur le site. C'était pas très rassurant. Ça a été un long parcours qui a commencé à l'été 2020, qui est en voie de résolution. La dernière communication que j'ai eue avec l'URSSAF Auteur date d'il y a 2 semaines, où l'on me dit que mon dossier est régularisé, alors même que mon espace auteur lui-même n'est pas à jour, dysfonctionne encore largement. Mais j'ai au moins eu accès à mon espace personnel en ligne, et les dossiers informatiques de l'URSSAF semblent dire que ma déclaration de revenus 2019 a bien été prise en compte, même si ça n'apparaît toujours pas sur mon espace. Plusieurs mois après, je suis toujours satisfaite pour l'instant. J'ai rencontré aucun souci. Je n'ai pas eu à recontacter l'URSSAF pour quoi que ce soit. Donc, encore une fois, je fais partie des personnes vraiment chanceuses. Je sais que c'est pas du tout le cas pour beaucoup. Pour l'instant, elle n'a été qu'un long parcours de non-communication, de dysfonctionnement. Et bien heureusement, j'ai fait appel à la Ligue pour m'aider à résoudre, déjà à m'informer et à résoudre mon cas qui était donc bloqué. Face à tous les problèmes rencontrés à l'URSSAF, mais aussi à la CAF pour l'obtention des congés maternité, des arrêts maladie et autres, on aurait aimé qu'il y ait un centre national artiste-auteur capable de taper du poing sur la table.
Personnellement, j'aurais trouvé pratique que les pouvoirs publics créent un poste de médiateur pendant cette période de transition pour recueillir et traiter les plaintes innombrables des artistes-auteurs. Moi, l'urgence, c'est de former le personnel et qu'on ait du personnel spécifique à nos situations. En fait, il y a trop d'urgence pour en choisir qu'une seule. Mais voilà, il nous faudrait un statut clair et former les gens dans les divers métiers qui sont liés justement à tout ce qui est social, etc. Pour qu'on soit compris, en fait, pour qu'on sache de quoi on a besoin et comment nous guider et comment nous soutenir dans les moments un petit peu particuliers de la vie. Voilà. Donc, faut que ça se bouge. J'espère que je n'aurai plus à déranger les bénévoles de la Ligue et que les choses se feront de manière beaucoup plus normalisée à l'avenir avec l'URSSAF auteur et que nous serons considérés comme tous les autres citoyens qui contribuent à l'industrie du livre dans ce pays. C'était Ma vie, mes œuvres. Merci à tous les artistes-auteurs qui ont accepté de témoigner. Et nous sommes en présence de Monsieur Amghar, directeur général de l'URSSAF Caisse nationale, qui nous fait le plaisir de venir ce soir répondre à vos questions. Monsieur Amghar, déjà, merci d'avoir accepté cette sollicitation. Pour nous, c'est très important de pouvoir avoir du lien en permanence avec l'URSSAF, parce qu'on le disait, faute pour l'heure de réel pilotage de notre régime, nous avons vraiment besoin que l'URSSAF soit au plus proche des problématiques des artistes-auteurs. Est-ce qu'en introduction, vous voulez peut-être revenir de manière plus générale sur où nous en sommes? Merci à vous, merci de cette invitation. Alors, effectivement, où en sommes-nous à cette date du 9 juin? Alors, on le sait, on a pu en échanger dans le passé. Voilà, on sait que l'année 2020 a été compliquée avec beaucoup de dysfonctionnements identifiés. Nous avons depuis, tout au long de l'année 2020, avec une organisation un peu revue, resserrée depuis le début de l'année, travaillé à en résoudre un certain nombre. Nous sommes fixés pour objectif, par exemple, de résoudre toutes les anomalies que nous identifions comme bloquantes, c'est-à-dire qu'elles empêchent vraiment l'artiste-auteur de faire sa démarche et sans qu'il y ait de possibilité de contournement manuel, même en appelant, etc., de lever toutes ces anomalies pour cet été. Voilà, nous avons chaque mois une liste des anomalies classées par degré d'importance et on a des objectifs de réduction de ces anomalies. Alors, comme les choses ne sont jamais simples, le problème c'est qu'on en corrige, mais certaines réapparaissent parce que le sujet est compliqué. Mais on a toutefois progressé sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur un sujet bien connu, qui est celui des artistes-auteurs qui ont plusieurs profils, c'est-à-dire qu'ils sont artistes-auteurs, mais aussi auto-entrepreneurs ou, par exemple, travailleurs frontaliers en Suisse, où il y a des situations d'impossibilité d'accéder au compte. Alors, on en a réduit, on a corrigé quand même pas mal. On croit y avoir levé tous les motifs. Il en reste encore quelques-uns. Je pense qu'on est peut-être sur quelques, moi j'ai en tête, c'est 4000 situations d'auto-entrepreneurs, assist-auteurs qui, du coup, n'arrivent pas à accéder à leur compte. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est satisfaisant, hein, c'est encore trop, mais voilà, on cherche à réduire ces situations. Bon, l'événement du moment, c'est l'ouverture de la campagne de déclaration de revenus. Alors, je le regarde, il ne s'est pas passé comme on le souhaitait. C'est-à-dire qu'il y a eu le problème qui a persisté les 2 premiers jours où en fait, la campagne de revenus était ouverte, mais les revenus déclarés par les diffuseurs n'étaient pas encore remontés, n'étaient pas encore visibles sur l'espace en ligne. Donc ça a été corrigé le 27-28 mai. On a d'autres anomalies identifiées. Certaines sont corrigées, d'autres le seront. Alors, celles qui ont été corrigées normalement aujourd'hui, c'était d'une part
des situations où il n'y avait pas de visibilité de la pièce justificative de la déclaration pour l'artiste-auteur comme pour le gestionnaire URSSAF. Il y a donc ceux qui sont connectés et qui ne voyaient pas, soit ne voyaient pas leurs revenus remonter, soit avaient les revenus l'année précédente. Donc ça, normalement, c'est corrigé. Et puis, on a le problème de ceux qui se sont créés ou ont créé leur activité en 2020 ou que nous avions identifiés comme ayant créé leur activité en 2020, parfois à tort, et qui donc, eux aussi, n'avaient pas accès à leur déclaration de revenus. Donc ces problèmes-là sont levés. Aujourd'hui, on a encore d'autres situations qui sont à corriger. Par exemple, lorsque l'artiste-auteur commence sa déclaration, mais la finit pas jusqu'au bout, qu'il veut suspendre, l'enregistrement ne fonctionne pas ou pas toujours. Donc ça, normalement, on devrait avoir des corrections entre vendredi et la semaine prochaine sur ces sujets-là. On n'a pas des questions de téléchargement de PDF qui ne fonctionnent pas, donc normalement, on devrait aussi les corriger. Donc, voilà, on sait qu'on a encore des sujets à corriger. Lors de l'échange d'hier avec les organisations professionnelles, d'autres situations nous sont remontées, par exemple la surcotisation volontaire qui n'apparaissait pas sur le formulaire. Ou alors qui apparaît quand on est au-dessus du seuil. C'était mon cas, personnellement. Je suis largement au-dessus du seuil et on m'a dit que j'étais en dessous du seuil et on m'a proposé de surcotiser. Je crois que Marie, tu as eu des retours de ce genre aussi. Oui. Un de nos adhérents nous a fait remonter exactement la même chose aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, nous, on est preneurs de ces situations pour les analyser et aussi parfois identifier ces anomalies parce que sinon, on ne les voit pas. Mais bon, voilà, on considère qu'on est en train de corriger quand même un bon nombre d'entre elles. Là aussi, grâce aussi au travail qu'on peut faire avec vous et de ce que vous pouvez nous remonter. Un point de difficulté commun, c'est dont on en a parlé hier avec certaines organisations, c'est le fait que assez souvent, on a des qualités inégales des déclarations faites par les diffuseurs, pour le dire pudiquement. Et donc ça suppose que les artistes-auteurs vérifient ce qui est déclaré et pré-rempli en ligne. Alors, la grande nouveauté cette année, c'est que si l'artiste-auteur n'intervient pas sur son compte, on validera ce qui a été déclaré par le diffuseur. Alors, ça peut être une source de simplification pour ceux pour qui tout est en règle. Ça évite par ailleurs de faire des taxations d'office, mais ça suppose quand même que tout le monde aille vérifier. Et puis, on sait que la vérification n'est pas toujours, la correction n'est pas toujours facile. Il y a des questions qui peuvent se poser. On a eu pas mal d'échanges un peu techniques hier avec les organisations sur comment justement adresser, comment faire pour que l'artiste-auteur puisse déclarer ce qu'il pense être les bons revenus, alors même que du côté du diffuseur, c'est inexact. On sait par exemple parfois il y a des sujets où le diffuseur va rattacher les droits d'auteur à l'année où lui les a encaissés, mais pas forcément à l'année où il les a versés à l'auteur. Bon, ça, voilà. C'est un peu démentiel quand même, pardon, mais c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai qu'on fait beaucoup porter aux artistes-auteurs quand les diffuseurs, qui sont quand même, je dirais, on n'est pas dans un lien de subordination, mais vu que beaucoup d'artistes-auteurs sont précomptés, on est presque dans le cadre, vous voyez ce que je veux dire, d'un rapport voilà, dans la symétrie, il faudrait que les diffuseurs quand même prennent davantage leurs responsabilités sur ces sujets. Alors, je partage tout à fait ce que vous dites. Nous, on va très clairement passer des consignes aussi aux diffuseurs. Et puis, à la lumière de l'expérience de cette année, on prévoit en 2022 de reprendre ce qu'on n'a pas fait en 2020-2021 parce que ce n'était pas forcément le bon moment, mais de reprendre des contrôles URSSAF sur les diffuseurs et y compris de le faire en identifiant les diffuseurs sur lesquels on a constaté qu'il y avait le plus de problèmes, soit parce qu'il y avait un écart entre ce que l'artiste-auteur déclarait et le diffuseur avait déclaré, soit parce que l'artiste-auteur, par exemple, certains nous l'ont dit, que le diffuseur ne veut pas donner de certificat de précompte.
Oui, ça, c'est très courant. Vous savez, c'est très, très courant. Donc là, voilà, on sera dans notre rôle en 2022 de faire des contrôles là-dessus et d'appliquer les pénalités lorsqu'on constatera ces situations. Par rapport à cela, et c'est un point aussi sur lequel on a échangé avec certaines organisations, on sait que lorsque l'artiste-auteur déclare des éléments différents de ce qui a été déclaré par le diffuseur, ça peut être sans difficulté parce on demande aujourd'hui des justificatifs lorsque ce que l'artiste-auteur nous déclare est supérieur à ce qui a été déclaré comme précompté par le diffuseur. Alors, la justification, c'est que, voilà, comme derrière, ça ouvre des droits sociaux, il faut quand même s'assurer qu'il y a bien eu un précompte. Bien sûr. Et voilà. Ce qu'on va faire comme évolution, c'est malgré tout 2 évolutions. Il y en a une qui va consister à dire, plus clairement qu'on le fait aujourd'hui, que si ce n'est pas un certificat de précompte, si l'artiste-auteur n'a pas de certificat de précompte, parce que parfois, c'est pas possible, qu'on admet d'autres éléments de justification, comme une note d'auteur, un devis, une facture, voilà, qu'on admet d'autres justificatifs lorsque l'artiste-auteur n'en a pas. Alors, d'un côté, on ne veut pas non plus responsabiliser le diffuseur, et la règle, c'est quand même que le diffuseur le parce que, pour le coup, je me permets une petite... c'était le cheval de bataille qu'on a beaucoup mené à la Ligue, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer un outil qui permettrait tout simplement... Comme en fait, en réalité, quand vous êtes artiste-auteur et que, on va dire, votre diffuseur ne veut pas vous donner votre certificat de précompte, ce qui n'est pas légal. Je veux dire, c'est notre seule preuve, nous, le certificat de précompte pour les artistes-auteurs précomptés, et bien, justement, du fait qu'à un moment donné, le diffuseur a rempli ses obligations pour nous et ça concerne quand même nos cotisations, ce qui n'est pas un sujet léger. Pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser les choses, c'est-à-dire quand, eh bien, le diffuseur fait bien, verse bien, on va dire, les cotisations. L'URSSAF est finalement le seul interlocuteur qui en est vraiment informé et quelque part c'est vous qui avez l'information sur le fait que le diffuseur a fait ou non son versement de cotisation. Alors ça, effectivement, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec certains interlocuteurs et effectivement cette idée de produire, que l'URSSAF produise un certificat de précompte téléchargeable par l'artiste-auteur à la base de ce que le diffuseur a déclaré. Donc, c'est un sujet qu'on travaille. Ça ne va pas être immédiat de toute façon parce qu'il y a comme des travaux à faire pour ça, mais clairement, on y travaille. Mais ça suppose que ce que déclare, pour que le certificat de précompte qui serait établi par l'URSSAF soit bon, ça suppose comme que le diffuseur ait donné les bonnes données. Et là, ce que vous constatez, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la fiabilité des données qui sont remontées par les diffuseurs. En tout cas, ce qu'on constate, et c'est aussi ce que un certain nombre d'organisations nous ont exprimé, c'est que les artistes-auteurs, eux, voient qu'en tout cas... oui, il y a une différence. Ça c'est clair et net. Je pense que vous pouvez avoir beaucoup de témoignages là-dessus, ce qui est assez étrange quand même, parce que, en plus, sur du précompté, c'est quand même assez... Enfin, il ne devrait pas y avoir de surprise, quoi, je veux dire. Alors après, ça peut renvoyer à... Alors, le fait qu'on a un certain nombre de diffuseurs qui ne sont pas des grands éditeurs, qui ne sont pas forcément très professionnalisés non plus. Après, on a des règles de gestion qui ne sont pas forcément bien connues aussi par tout le monde. Ce qu'on évoque sur la règle de rattachement à une année ou à une autre, manifestement, il y a eu peut-être des ambiguïtés aussi dans le passé sur quelle était la règle applicable. Et puis, malheureusement, ce qu'on voit, nous, dans notre métier aussi d'URSSAF, c'est que même sur des salariés classiques, des grandes entreprises peuvent se planter sur la législation. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et donc, moi, j'entends effectivement la demande que vous formulez sur le fait qu'on puisse faire des certificats de précompte qui vous pourrez utiliser pour d'autres démarches, notamment sur la base de ce que le diffuseur nous aura déclaré. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille, mais c'est plutôt un sujet, pas pour cette année, c'est plutôt pour l'avenir. Mais à côté de cela, il y a quand même une situation
où le diffuseur n'a pas forcément déclaré les montants dans lesquels vous vous reconnaissez, enfin vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que le diffuseur a déclaré, et ça, même si on se fait un certificat, nous, la première donnée qu'on a, c'est celle du diffuseur, hein, donc on ne sera pas forcément en état de contester ce que le diffuseur déclare si vous ne dites pas. Mais pourquoi le diffuseur, lui, tout ça, enfin j'en sais rien, mais je veux dire, à un moment donné, à un moment donné, il y a cette déclaration, il y a forcément un document comptable, quel qu'il soit, qui est émis à un moment donné, que ce soit un relevé de droit en cas d'exploitation de livres, que ce soit en effet une facture à un moment donné. Bon, il y a quand même des documents qui circulent, voilà, comme un bulletin de salaire à un moment. Enfin, je veux dire, il y a des preuves écrites des montants qui sont perçus. Donc, en tout cas, nous, dans la défense des intérêts des artistes-auteurs, on trouve ça quand même très lourd que cela pèse sur des individus, alors que justement sur le cas du précompte, qui est un cas spécifique, il y a aussi beaucoup d'artistes-auteurs dispensés de précompte. Le principe du précompte, c'est justement d'alléger pour que le diffuseur prenne sa responsabilité à ce niveau. Alors, je comprends, mais alors, effectivement, oui, il peut y avoir des éléments qui permettent de vérifier si ce qui a été déclaré est correct, mais là, pour le coup, c'est des choses qu'on ne verra pas, enfin, qu'on ne verra qu'en faisant du contrôle sur place et a posteriori chez le diffuseur. Comment ça marche pour les employés à domicile? Il me semble que du point de vue de l'URSSAF, il y a des modalités assez simples, non, à ce niveau-là? Oui, mais alors là, pour le coup, en fait, c'est l'employeur qui déclare si le salarié ne nous dit pas que ce que l'employeur a déclaré est inexact, nous, on n'a pas de moyen de le savoir. Hein. Mais normalement, il n'y a pas de raison que les diffuseurs dans les industries culturelles sachent moins gérer administrativement que des employeurs de manière générale. Enfin, c'est pour dire que c'est quand même un peu... c'est vrai qu'il y a certaines, je suis d'accord, des petites maisons d'édition peut-être qui ne connaissent pas, etc. Mais c'est vrai que je dirais que leur professionnalisation ne devrait pas peser sur nous, en fait. Je comprends ce que vous dites. Après, je pense que c'est malgré tout un peu plus complexe, la législation sur l'artiste-auteur. Parce que sur les employés à domicile, comme c'est nous qui faisons tous les calculs, en fait, ce qu'ils ont à nous déclarer, comme les employeurs, c'est l'identité du salarié, le nombre d'heures et le salaire horaire. Après, c'est nous qui faisons tous les calculs et qui prélevons. Voilà. Nécessairement, des honoraires, des droits d'auteur, c'est déjà souvent, en plus selon les différentes professions, la manière dont fonctionnent les relations contractuelles entre diffuseurs et artistes-auteurs, ça va être un peu plus complexe, il va y avoir les TS, les BNC, enfin, je pense que c'est quand même objectivement un peu plus... Il y a une arborescence, en effet. Enfin, en tout cas, il y a une dichotomie dans le régime, d'un point de vue fiscal, peut-être, qui peut complexifier. Mais néanmoins, l'objectif est aussi d'arriver à simplifier un peu les choses. Il faut qu'on ait plusieurs fers au feu, c'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on travaille sur le fait de pouvoir remettre un certificat de précompte sur la base de ce que le diffuseur aura déclaré. Et donc, dans les cas où ce sera bon, ça vous donnera déjà cet accès au certificat. Il faut dans le cadre des contrôles, on fasse aussi un peu d'éducation des diffuseurs et de responsabilisation. Et puis, dans les autres situations, parce qu'on ne va pas non plus contrôler tous les diffuseurs d'un coup la même année, il faut qu'on trouve des situations des solutions pour gérer plus simplement les situations où vous rectifiez ce que le diffuseur a déclaré. Et donc, ce qu'on compte faire, c'est vous demander moins de pièces justificatives. Alors déjà, il faut peut-être qu'on ne vous en demande pas. On vous en demande seulement quand ce que vous déclarez est supérieur à ce que le diffuseur a déclaré. Et déjà, ce à quoi on réfléchit, c'est déjà... Oui, parce que l'artiste-auteur n'a pas vraiment beaucoup de... on voit mal, c'est vrai, quelqu'un se dit « Ah, j'ai envie de payer vraiment beaucoup plus de cotisations et je vais mettre... » Non, mais sauf que si c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui est précompté, vous voyez bien, le problème, c'est que si le diffuseur nous dit « Moi, j'ai précompté sur 500 € », et que l'artiste-auteur nous dit « Ah mais non, j'ai été précompté sur 2000 €, la question c'est déjà où sont passés les précomptes sur la différence, et puis du coup ça veut dire que l'artiste-auteur se va ouvrir des droits
Mais Voilà, vous donc, ne pouvez pas vérifier la réalité de ce qui est versé. C'est-à-dire que, notamment sur l'enjeu du précompte, c'est vrai que nous, on a besoin d'être sûr et de savoir que quand, par exemple, je ne sais pas, la maison d'édition dit 2 000 € ont été précomptés, finalement, l'URSSAF est le seul qui peut savoir que telle maison d'édition a bien versé on peut les pas le cotisations. on ne peut pas le faire sur tous les diffuseurs en instantané et de manière industrielle, en fait. Vous avez 30 000 diffuseurs. Mhm. La seule possibilité qu'on a de faire ce rapprochement entre ce que le diffuseur nous déclare et sa comptabilité, c'est de faire du contrôle sur place. Et ça, on va pas le faire on va pas pouvoir le faire sur les 30 000, et certainement pas en une année. Ça se fait forcément avec un an de décalage. Alors peut-être une question qui revenait beaucoup parce qu'on a parlé durant l'émission la question des non-recours sociaux qui concerne moins directement l'URSSAF, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des liens qui pourraient se tisser avec la CNAM pour commencer à faire remonter des statistiques? Parce que, comme vous le savez très certainement, l'enjeu de la déclaration sociale pour nous, au-delà évidemment de la nécessité que ça fonctionne, ce qui est bon, un minimum, c'est aussi que ça puisse être un véritable outil pour obtenir des statistiques de nos métiers. Est-ce que de ce côté-là, vous pourriez être aussi, je dirais, moteur et créateur de liens pour réussir même avec d'autres instances potentiellement de recouper les informations? Alors oui, c'est une demande qui a été formulée notamment par le ministère de la Culture aussi, hein, et donc on souhaite bien faire cela, y compris en rapprochant en termes de statistiques ces données avec les données qu'on a. Je vois M. Garçon qui veut lever Oui, je vois ça. Oui. Alors, je réponds à la question de Mme Bailly et puis je... Non, mais c'est juste une question que je vous ai posée il y a Pierre. quelque temps, c'est pour ça. Donc, merci Samantha. Non, mais je relance les questions, mais voilà, du coup, on entend la réponse. Alors, donc, nous, on souhaite effectivement pouvoir faire cela, pouvoir faire effectivement des statistiques sur la population, les revenus, les assiettes, etc. On pense même que ce qui serait intéressant, ce serait aussi de rapprocher cela avec les données qu'on a par ailleurs sur les salariés, sur les indépendants, parce qu'on sait qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont multistatuts. Et ça serait intéressant de savoir, parmi les artistes-auteurs, combien ont une activité salariée à côté, combien... Exactement, ça c'est très important. Quelle est la part de ceux pour qui l'activité artistique est tout à fait résiduelle, ceux pour qui elle est principale, voilà. Donc nous, on a cette ambition. Ça suppose un peu de temps parce qu'il faut effectivement faire des travaux, rapprocher des données, ça c'est pas immédiat, mais on souhaite pouvoir faire cela. Après, la question que ça pose, sur laquelle aussi on a pas mal échangé hier avec les organisations et d'ailleurs d'autres échanges, c'est la question de la nomenclature des activités. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est pas un sujet pour cette année parce que c'est pas dans la déclaration de cette année qu'on va l'embarquer, mais il faut déjà la préparer pour l'année prochaine, parce que ça va très vite. Et alors bon, le problème c'est que là, honnêtement, nous là-dessus, on sera opérateur, mais c'est pas nous qui allons décider. Vous n'êtes pas décisionnaire, oui. Voilà. Donc, faut que. Alors, je sais qu'il y a des échanges qui n'ont pas l'air simples avec les organisations, le ministère de la Culture, la direction de la sécurité sociale. Ce qu'il faut, c'est que par contre, ce soit stabilisé quand même à un moment, pour qu'on puisse notamment aussi communiquer aux diffuseurs, parce que c'est d'abord les diffuseurs qui vont devoir renseigner ces statistiques dans leur déclaration, et puis ça sera après utilisé pour la déclaration de titre-auteur. Mais ça, en termes d'ambition, oui, on pense que c'est notre rôle et ce sera intéressant pour tout le monde d'avoir des données sur... alors nous, ce sera uniquement les données, nous ce qu'on pourra produire, c'est les données sur les revenus d'activité. Après, je comprends que vous demande d'aller au-delà, voir du côté de la CNAM, voir de la CNAF, quelle est la... En fait, voilà, là, il y a cette question-là. L'autre question, ce que disait Pierre également, c'est comment l'URSSAF là-dessus, dans les recoupements d'informations, je dirais, il y a ces statistiques et il y a le comprendre, parce que c'est très bien de cotiser, c'est formidable, on remplit nos déclarations sociales, mais il y a des droits qui vont en face, c'est quand même le principe. Et nous, on a un vrai problème de non-recours aux droits sociaux terrible. Comment on peut faire en sorte conjointement d'activer les choses pour au moins ne serait-ce qu'avoir des informations sur lesquelles se baser, c'est-à-dire concrètement comment analyser ces non-recours aux droits sociaux au-delà du travail des organisations professionnelles qui le font, mais ça ne devrait même pas être, à vrai dire, notre travail. Donc il y a un vrai besoin sur ce sujet. Alors, par rapport à ça, je peux vous faire deux types de réponses. Alors,
clairement, il est clairement indispensable pour que ça fonctionne mieux pour vous, d'abord, que effectivement les données que vous nous déclarez soient mieux utilisées par les organismes qui servent des prestations sociales pour calculer les prestations sociales. Alors, le sujet le plus évident, c'est sur les indemnités journalières, maladie et maternité, et on sait qu'aujourd'hui, c'est clairement compliqué. Alors, nous, ce qu'on a fait, d'ores et déjà, c'est qu'on a mis à disposition des caisses primaires d'assurance maladie un portail partenaire où elles peuvent directement aller consulter les données dont nous disposons sur les revenus artistiques. La réalité, telle qu'elle nous remonte à parfois à l'association des artistes-auteurs qui nous sont adressés, c'est qu'on constate que c'est inégalement connu dans les caisses primaires et que certaines continuent à demander des justificatifs aux artistes-auteurs qui se retournent vers nous pour les demander. Donc là, clairement, je suis conscient que ce n'est pas satisfaisant pour vous, que concrètement, ça se traduit par au mieux un retard dans l'accès au droit, voire un renoncement au droit. Tout à fait. Voilà. Et donc là, je pense qu'il faut que le sujet soit mieux connu à côté assurance maladie. Et puis, si on se projette un peu dans l'avenir, on pourrait imaginer qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus automatique, parce que concrètement, la manière dont ça se passe aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que c'est comme un gestionnaire on a dans une caisse d'assurance maladie qui va aller regarder les données URSSAF, qui malgré tout les recopier. Donc, c'est quelque chose qui est un peu manuel et ça explique aussi les délais dans lesquels les patients sont ouvertes. Donc, demain, sur ce projet, je voudrais dire que ce serait intéressant qu'on ait des flux de données vers l'assurance maladie, vers CAF, pour tout ce qui est prime d'activité, RSA, enfin d'autres choses. Voilà. Je pense que ça, c'est un vrai programme à porter. En fait, il faudrait pouvoir identifier de manière simple et rapide qui dépasse le seuil et a cette ouverture aux droits sociaux. Parce qu'en fait, c'est la question de l'identification des professionnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit artistes-auteurs, déjà, très peu connaissent le régime, mais ça, c'est une chose. Oui. Mais en plus, au-delà, c'est de dire « Ah, mais on ne sait pas si vous dépassez le seuil qui permet de toucher les indemnités journalières, etc. » Et ça, c'est vrai qu'il n'y a que vous, avec la déclaration sociale. Enfin, vous êtes forcément l'interlocuteur vers lequel ils se retournent. Donc, il y a quand même une question de jonction des organismes qui est fondamentale. Non, mais il y a vraiment un sujet je pense qu'il y a un vrai sujet de partage de données, de transfert de données. Nous, on veut bien pousser des données, mais ça suppose que tout le monde, l'assurance maladie, peut-être demain les CAF, considère que c'est un sujet prioritaire, en tout cas un sujet à traiter. Après, au-delà de cette question de l'accès aux prestations, comment faciliter concrètement l'accès aux prestations, sur la question de la connaissance aussi de la population, moi j'ai envie de vous partager l'expérience qu'on a sur les travailleurs indépendants. Dans le cadre de la réforme du RSI qui a été mis en place, c'est un observatoire des travailleurs indépendants qu'on porte, nous, côté URSSAF, avec principalement l'assurance maladie et la retraite, là aussi pour partager et croiser des données sur les indépendants sur les revenus, mais aussi l'accès du travailleur indépendant aux indemnités journalières, ces maladies, etc. Moi, je pense que ça peut être aussi un sujet intéressant à demander d'avoir, en croisant, nous, l'assurance maladie, les CAF, un observatoire de la population des artistes-auteurs pour mieux connaître. Parce que nous, on pourra donner des données sur les revenus, mais je pense que c'est intéressant, c'est de ne pas en rester là. Bien sûr, c'est le but, mais c'est vrai que le départ, c'est... Pardon, vas-y Benoît, tu vas intervenir. Non, je disais que c'est une ambition très louable, à la fois pour les statistiques et tout ça, mais le résultat, quand on voit le travail sur la nomenclature, on se rend bien compte que ce qui est en train d'être décidé va à l'encontre totale de ces ambitions que vous avez, puisque, alors vous dites que vous ne faites que appliquer, mais ce qui risque d'être décidé, c'est que vous n'aurez pas accès à ces données-là, puisque le ministère a l'air de refuser l'idée qu'on puisse déclarer nos autres revenus sur notre déclaration URSSAF Limousin. Et du coup, les données statistiques qu'on aurait pu vous donner, là, on a l'impression qu'on ne sera pas capable de vous les donner, donc vous ne les aurez pas. Donc, comment vous pouvez mener ces ambitions à bien si, d'un autre côté, la réforme qui est en cours de la nomenclature de l'URSSAF ne va pas dans ce sens-là? Vous parlez d'un observatoire des indépendants. Là, l'observatoire des artistes-auteurs qui était
normalement à mettre en place maintenant, il ne va pas exister. Vu ce qui est en train d'être décidé, il n'y aura rien comme information. Donc, vous ne pourrez pas croiser les données. En tout cas, pas à partir de nos déclarations. La question est peut-être, vous, du côté de l'URSSAF, si vous partagez l'analyse, je dirais, du problème qu'oppose aujourd'hui la nomenclature, qui est unanimement partagée d'ailleurs, que ce soit syndicats, associations, organismes de gestion collective, il y a vraiment eu, au sein des négociations et des concertations, une unanimité sur le défaut, en tout cas, du projet actuel. Ça, après, c'est difficile pour vous de répondre en direct, évidemment, sur cette question, mais c'est vrai que c'est un positionnement qu'on pourrait attendre dans le sens où cette nomenclature, elle va être décisive. On a déjà perdu une année de collecte d'informations, ce qui n'est pas rien en ce moment. C'est quelque chose, je comprends parfaitement la réaction de Benoît, parce que je crois qu'elle est partagée unanimement par plein d'organisations. Comment faire pour rectifier le tir, en effet, parce que vous allez avoir besoin d'un document stabilisé dans pas longtemps. Après, nous, sur le fond de la nomenclature, honnêtement, ce n'est pas notre expertise et on n'a pas à avoir d'avis là-dessus. Après, c'est vraiment... dans le dialogue entre vous et le ministère de la Culture que ça doit se solutionner. Moi, ce serait immodeste de ma part d'avoir un avis sur la nomenclature des activités artistiques. Mais après, je suis d'accord, effectivement, il faut qu'il y ait une nomenclature qui permette de bien connaître les activités et de... Après, pour répondre à toutes vos questions, nous, on doit être capable, je pense, si quelqu'un, en termes statistiques, si un artiste-auteur, par exemple, a aussi des activités qui sont déclarées comme auto-entrepreneur et par ailleurs les salariés... Vous pouvez recouper les informations. On peut recouper les informations à partir de l'identification de la personne. En tout cas, pour les statistiques. Après, on n'ira pas faire ça de manière individuelle parce que... comme des enjeux de protection des données, mais pour les stats, on doit pouvoir faire des choses. Alors, je vais vous proposer de passer à la dernière rubrique de notre live qui se termine maintenant déjà dans 10 minutes. C'est le courrier des artistes-auteurs et donc les personnes dans le chat nous posent les questions que je vais répercuter. Émilie, micro-générique qui dure quelques secondes. Alors, première question. Pourquoi nous demander des pièces justificatives? Car en tant qu'auto-entrepreneuse, je déclare sur l'honneur, je paye tous les 3 mois mes cotisations sociales sur la base de ce que je déclare et je serai peut-être contrôlée. Mais jamais l'URSSAF des auto-entrepreneurs ne vérifie chaque facture des auto-entrepreneurs. Alors, déjà, il y a des contrôles sur les auto-entrepreneurs aussi. Oui, pour ça. Voilà. Et après, la raison pour laquelle on demande ces justificatifs, c'est le fait qu'il y a un précompte. C'est-à-dire que, encore une fois, si le diffuseur nous dit qu'il a précompté sur 500 € et que l'artiste-auteur nous dit qu'en fait, il a été précompté sur 2000 €, nous, l'enjeu, c'est quand même de savoir pourquoi à un moment ces montants-là n'ont pas été précomptés. Parce que derrière, si la déclaration est supérieure à ce que le diffuseur nous a indiqué, l'artiste-auteur se verra ouvrir des droits et sans qu'on ait l'information sur le précompte. Après, plusieurs choses sur ces demandes justificatives. D'une part, aujourd'hui, on ne le fait que dans les situations où le montant déclaré par artiste-auteur est supérieur à ce que le diffuseur nous a déclaré comme étant précompté. Par ailleurs, l'évolution qu'on va retenir dans les jours qui viennent, c'est de considérer que lorsque l'écart est inférieur à un certain seuil, je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui, on va arrêter de demander justificatif pour des enjeux financiers ou des enjeux qui ne les justifient pas. Voilà. On le demandera lorsque l'écart sera suffisamment important. Et par ailleurs, en termes de justificatif, comme on sait que malheureusement, les auteurs n'ont pas toujours de certificat de précompte, ils vont produire d'autres pièces justificatives, comme par exemple une note d'auteur, une facture ou un devis. Bien. Je pense que c'est assez clair. Nous avons une autre question. Peut-on connaître les effectifs dédiés au codage du site? Est-ce que vous estimez que les moyens qu'on leur donne sont suffisants à l'instauration d'un processus d'implémentation efficace et sinon, pourquoi? Question
direct. Alors, je n'ai pas précisément en tête les effectifs dédiés à l'implantation du site. Ce que je peux vous dire, c'est que la mise en place de la gestion des artistes-auteurs, c'est pour nous un projet complexe parce qu'il y a le site internet, il y a la gestion des comptes derrière, et donc ça suppose des travaux dans différentes équipes informatiques chez nous. Ce que je peux dire aussi, c'est que on est sur un projet avec des règles complexes, une contrainte sur les délais aussi, hein, parce qu'il a fallu être prêt pour différentes échéances, et que ce qui a pu expliquer aussi un certain nombre de dysfonctionnements, c'est le fait qu'on n'avait pas forcément toujours eu le temps de faire toutes les validations nécessaires, validations informatiques, c'est-à-dire vérifier que lorsqu'on livre un programme, il n'y a aucune anomalie. Vérifier que éventuellement, lorsqu'on corrige, on ne crée pas d'autres régressions, ce qu'on a connu récemment. Donc, c'est pas forcément une question de manque de moyens, parce que vous savez, de toute façon, d'un moment, sur des projets d'une certaine taille, rajouter du monde, mais sur le projet complexe, ça ne va pas forcément faire construire plus vite la cathédrale. Voilà, c'est une complexité du projet, des contraintes de calendrier. À un moment, peut-être qu'on n'avait pas forcément non plus la meilleure organisation interne pour traiter ces sujets. Donc, on a plusieurs fois revu notre organisation interne pour mieux les traiter et non seulement éviter le retour de nouvelles anomalies, mais aussi traiter celles qu'on connaît. Et est-ce qu'il y a un cycle de bêta-test, c'est-à-dire est-ce que vous faites ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, imaginer, hein, mais avant de lancer, notamment, je pense à l'été dernier, le début du site internet, vraiment en fait un bêta-test avant de mettre vraiment en ligne. C'est-à-dire que je comprends la compression des délais, mais c'est vrai que ça donne la sensation pour les experts informatiques parmi nous qu'il n'y a pas assez les vérifications, comme vous le disiez, qui sont faites, parce qu'il est censé avoir une phase de débugage quand même avec un public test en fait à un moment, et là on a un peu l'impression, nous, si je puis me permettre, d'être le public test. Voilà. Alors, on a des dispositifs de validation. Lorsqu'on met en production une évolution informatique, il y a des centres qui doivent valider ces évolutions et qui donc doivent identifier un certain nombre d'anomalies et dire si les anomalies empêchent ou non de livrer, de mettre en production, comme on dit. Ce qui se passe quand on est dans un projet un peu contraint par les délais, c'est que on valide aussi dans le temps dont on dispose pour valider, et que parfois dans certains projets qui ont été très contraints sur les délais, on n'a pas forcément pu faire toutes les validations souhaitées. Les équipes en centre de validation aussi ont découvert aussi le sujet artiste-auteur, hein. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est davantage mobiliser aussi ceux qui sont spécialistes de cette gestion pour éviter qu'on ait de nouvelles anomalies. En tout cas, est-ce que, dans les perspectives aussi d'avenir, je dirais, parce que les salariés qu'on a au téléphone, pour le coup, sont toujours de bonne volonté. Je pense qu'on peut le dire, on sent vraiment un effort des personnes qui n'ont peut-être pas forcément eu toutes les formations à la base, mais qui restent toujours courtois et polis, ce qui est quelque chose que nous n'avons pas toujours eu par le passé, donc on peut quand même aussi le souligner. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment donné des perspectives de renfort de moyens, parce que j'entends à la fois ce que vous dites, mais d'un autre côté, comme le disait Marie à un moment, peut-être Marie, tu veux rebondir là-dessus? Oui, je veux bien. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a un peu toutes et tous constaté, c'est qu'il y a un véritable manque de moyens. Alors, je ne dis pas que c'était parfait avec la GSA ou la MDA, hein, je pense qu'on était aussi sur ce genre de problème, mais là, voilà, on sait qu'il y a 70 personnes pour traiter 270 000 dossiers, même si ce ne sont pas 270 000 personnes qui ne vivent que de leur revenu d'artiste-auteur, mais ça reste 270 000 dossiers à traiter. Et ça, c'est vrai qu'on peut mettre toute la bonne volonté du monde, les personnes qu'on a au téléphone peuvent mettre autant de bonne volonté qu'elles veulent. Si les moyens ne suivent pas derrière, c'est quand même quelque chose qui est assez difficilement réalisable, d'avoir quelque chose qui marche. Et encore une fois, parce qu'on est en plus face à une population globalement, qui est la population des artistes, auteurs et autrices, qui est globalement
plutôt pauvre, d'après les chiffres qu'on a. Et du coup, petite parenthèse, on espère vraiment du coup qu'on pourra avoir des chiffres précis, puisque malheureusement les chiffres que donnaient aussi bien la MDA que la GSA étaient extrêmement vagues. On nous parlait de moyenne mais jamais de médiane. Les tranches, on avait en dessous de 8 000, entre 8 000 et 40 000 et puis au-delà de 40 000, ce qui ne permet pas d'établir un état des lieux précis. Et nous, c'est une chose dont on aura vraiment besoin pour connaître, parce que nous, on connaît les situations de nos adhérents, on connaît les situations de nos collègues avec lesquels on parle, etc. Mais on n'a pas une connaissance fine, et sans cette connaissance, c'est très difficile. Et surtout, est-ce que vous savez s'il y a une volonté à un moment de mettre plus de moyens, tout simplement? Alors, déjà, enfin, on a mis des renforts tant sur le Limousin qu'aussi en interne pour les développements informatiques. Et honnêtement, d'ailleurs, il y a quand même des éléments sur lesquels ça se voit. C'est-à-dire, par exemple, sur la prise en charge du téléphone. L'an dernier, on a pris 80% des appels téléphoniques. Bon, c'est pas assez de notre point de vue en termes de standard, parce que nous, ce qu'on vise, c'est plutôt 90%. Bon, en début d'année, on a eu des difficultés, mais là, depuis le mois de février, tous les mois, on dépasse 90% de prise en charge d'appels téléphoniques. C'est aussi parce qu'on a mis davantage... Mais ça, sur les appels téléphoniques, je pense que tout le monde est assez d'accord. Il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes. Enfin bon, il y a une nuance. C'était les mails, vraiment la messagerie, les mails qui ont été... où là, vraiment, il n'y avait aucune réponse. Enfin, en tout cas, là, ça s'est un peu amélioré. Et puis, je dirais, c'est vrai, le système informatique de manière générale, c'est-à-dire que ça vous multiplie forcément le besoin et les questions téléphoniques si à la base, le site est dysfonctionnel, en fait. Si je peux juste intervenir rapidement sur la question du téléphone, c'est vrai que c'est très bien qu'on ait un taux de réponse. C'est vrai que c'est déjà mieux que moi, j'ai des souvenirs d'après-midi presque entiers passés à attendre que ça décroche, en faisant 2-3 tâches en même temps, histoire de passer le temps. Alors, c'est vrai que c'est bien qu'on décroche, mais ça ne résout pas toujours le problème. Et là, on retombe sur la question de... problème peut-être de formation et de temps de formation pour les personnes qui travaillent à l'URSSAF. Et encore une fois, on garde à l'esprit que c'est sans doute pas une question de mauvaise volonté de leur part en tant qu'individu. Mais nous, par exemple, ce matin, donc notre adhérent qui est également membre du bureau, qui a fait remonter donc ce problème il dépasse le seuil, mais on lui propose de surcotiser, et voilà, donc on lui a dit appelle, puisque maintenant le téléphone marche bien, appelle. Et en fait, il n'a eu aucune réponse à sa question. C'est-à-dire qu'il est tombé sur quelqu'un de oui, très gentil, effectivement, affable et disponible. Cela dit, la réponse a été de toute façon, vous n'êtes pas obligé de surcotiser. Alors c'est bien, mais ça ne répond pas à la question. Il ne faut surtout pas surcotiser quand on dépasse le seuil. C'est ça, mais du coup, pour le coup, la question qui était celle de notre adhérent, elle n'est pas réglée, parce que est-ce qu'il doit valider ou pas sa demande? Est-ce que le logiciel a bien pris en compte qu'il dépassait le seuil et que donc tous ses droits étaient bien ouverts, qu'il allait maintenir sa couverture santé, etc. Donc c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait des réponses, mais c'est vrai que ce serait encore mieux si elles aboutissaient aussi réellement. Alors je suis pas pour le flicage des employés qui ferait qu'on vérifierait si chaque question a bien obtenu la réponse demandée, etc. Mais ça pêche encore un petit peu et on ne peut pas complètement se baser sur le taux de réponse pour définir de là un taux de satisfaction. Moi, il y a quelques mois, quand j'ai appelé parce que j'avais pas de réponse à mon mail, donc je me suis dit, je vais appeler parce que j'ai besoin de savoir. C'était une question que j'avais posée en janvier et on m'a dit, vous avez répondu en décembre. Alors, donc, à moins d'être équipé de machines à voyager dans le temps, c'est quand même compliqué. Voilà. Et encore une fois, c'est sans doute pas une question de mauvaise volonté, mais c'est sans doute révélateur d'une question de manque de moyens. Sans doute que si les employés ont trop de choses à gérer en même temps, ils ne peuvent pas les gérer correctement et prendre le temps de se former, etc. Moi, je pense que la solution est quand même plutôt dans la résolution des anomalies, parce que typiquement, en fait, dans la situation que vous mentionnez, c'est, je pense, une anomalie. Le problème, c'est que les anomalies, parfois, on les découvre aussi parce que vous nous remontez. Et donc, je pense que la personne en question, simplement, elle n'a jamais encore rencontré ce cas. Et donc, c'est pas parce qu'on mettrait plus de personnes autour d'elle dans le Limousin pour prendre en charge qu'on ira mieux. Ce qu'il faut, c'est qu'on identifie les anomalies, qu'on continue à les identifier et qu'on continue à les corriger.
J'en profite quand même aussi pour vous donner quelques conseils et messages à faire passer. Le premier, c'est que très clairement, pour obtenir un règlement rapide des demandes, il vaut mieux appeler qu'envoyer des courriers papier. Et alors surtout le recommander, ça ne sert à rien. Enfin, ça va juste ralentir le traitement. Donc voilà, appeler plutôt que d'envoyer du courrier papier qui a forcément un temps de traitement qui est plus long. L'autre chose, c'est que sur les remboursements, les gens qui attendent d'être remboursés des trop perçus de cotisation, on a aujourd'hui plus de 3000 personnes où les remboursements sont en attente, mais parce qu'on n'a pas les coordonnées bancaires des artistes auteurs, et on leur a écrit, et voilà, il y a des réticences sur lesquelles on a échangé récemment, hein, certains donnaient leurs coordonnées bancaires, mais clairement là je pense qu'il y a des messages à passer pour que les gens comprennent que c'est leur intérêt de nous les donner pour qu'on puisse les rembourser. Et de toute façon, en fait, avoir les coordonnées bancaires, ça ne permettra pas de faire un prélèvement automatique, parce que de toute façon, il faut un mandat pour prélever. Donc voilà. Donc c'est pas pour aller. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques cas, dont certainement vous aviez entendu parler, mais on a eu un cas de fraude avec une adhérente qui avait donné son RIB. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a une atmosphère. Les gens seraient beaucoup plus à l'aise, je pense, s'ils voyaient un site très fonctionnel. Et voilà. Pierre, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui. Je voulais réitérer notre proposition depuis très longtemps. La plupart des employés de l'AGESA Maison des Artistes ont été transférés à l'URSSAF et connaissent parfaitement bien le traitement des dossiers. Toute l'année 2020, ils vous ont aidé et ils vous ont accompagné. Et cette année, l'URSSAF ne souhaite plus faire appel à leurs services et nous regrettons beaucoup cet état de fait parce que ces personnes savent et maintenant sont formées à l'URSSAF et connaissent le métier des artistes-auteurs et pourraient être aussi la base ou initiatrice ou des personnes qui pourraient constituer ce guichet unique de sécurité sociale que nous appelons de nos voeux. Alors, là-dessus, très clairement, on a eu pendant plus d'un an, pendant 15-16 mois, un accompagnement des anciens salariés de la MDA transférés en Île-de-France en supplément de l'URSSAF du Limousin. C'était bienvenu. Aujourd'hui, c'est pas dans la durée, ça reste quand même compliqué en organisation de faire fonctionner un service répartis sur deux équipes éloignées l'une de l'autre. Donc je pense maintenant il faut rentrer dans une phase où durablement le sujet il est pris en charge 100% par le Limousin et à charge pour le Limousin de bien le prendre en charge. Pardon, je n'avais pas vu que j'étais en mute. Merci pour toutes ces questions. On arrive à la fin du live. Merci pour ces réponses. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il nous reste un long chemin. Nous, évidemment, on essaye de diffuser au maximum toutes ces informations, mais c'est vrai qu'on renvoie bien sûr vers les standards téléphoniques de l'URSSAF sur tous ces sujets, parce que c'est vrai que nos organisations professionnelles ne peuvent pas absorber la quantité importante de questions. Il reste un enjeu, parce que c'est vrai que les dysfonctionnements sont extrêmement problématiques, ça c'est certain. Il faut à tout prix les résoudre, et au-delà des questions de bugs, etc., ça touche à nos cotisations sociales. Donc je comprends aussi les artistes-auteurs qui parfois font des recommandés, parce que peut-être qu'ils veulent aussi avoir des traces écrites de tout ça, parce qu'on a quand même une expérience assez douloureuse, je dirais, par le passé sur la gestion de nos cotisations qui vise à la prudence. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on aspire à avoir ce guichet. Nous, en soi, que ce soit l'URSSAF qui gère, on est absolument ravis, mais on aimerait vraiment atteindre maintenant rapidement un fonctionnement opérationnel et dans l'avenir, par rapport aux ambitions que vous nous avez dessinées, d'avoir par cette nomenclature les moyens réellement de pouvoir collecter ces statistiques. Est-ce que Benoît, Pierre, Marie, vous voulez conclure à votre tour rapidement ? Je sais pas qui veut prendre la parole. Pierre ? Oui, juste une petite réponse. On a un désaccord, Monsieur Amgar, et bon, il est juste constaté. Les personnels
qui sont à Paris, ils sont éloignés de Limoges, mais en fait, quand vos personnels de Guéret ou de Tulle aussi sont éloignés de Limoges, ils ne sont pas physiquement les uns avec les autres. Donc ça, c'est une question de stratégie que, voilà, on comprend votre stratégie, on ne la partage pas. On comprend très très bien que les personnels qu'on a au bout du fil font du mieux qu'ils peuvent. Et on ne les met absolument pas en question, mais nous souhaiterions quand même reconsidérer cette question-là et travailler pour un service complet de sécurité sociale et non pas juste bout par bout, un bout d'URSSAF par-ci, et puis on se débrouille avec l'assurance maladie ou on se débrouille avec la CNAF. Non, on voudrait travailler sur une caisse de sécurité sociale des artistes-auteurs fonctionnelle. Et merci de vos réponses parce que je sais que vous faites du mieux que vous pouvez de votre côté. De mon côté, je voudrais juste encore insister sur le côté à long terme, puisque là, on est face à plein de bugs informatiques, mais qui ne sont que des bugs informatiques finalement, et qui seront résolus à un moment donné, mais qui ne prennent pas en compte ce qui va se passer après sur les réformes de la nomenclature et l'impact que ça peut avoir. Et je ne voudrais pas qu'on s'arrête juste sur ces problèmes informatiques et considérer qu'une fois qu'on aura résolu le problème de la messagerie et des pièces jointes, tout marchera normalement à l'URSSAF et tout sera beau dans le meilleur des mondes. Moi, je pense qu'il faut aussi insister et continuer à travailler sur le long terme pour être sûr que la situation s'améliore globalement et pas que pour le côté informatique. Marie ? Alors oui, j'abonde dans le sens de ce qui a été dit. Alors, je dois dire tout de même que moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'effectivement, depuis les réunions qu'on a pu avoir, parce que je participais à celle qui a eu lieu hier, je me réjouis d'une chose notamment, c'est qu'il ait été entendu qu'on ne pouvait pas faire reposer l'entièreté de la responsabilité sur des individus et donc en particulier sur les auteurs et les autrices dans ce cadre-là. Et je me réjouis particulièrement du fait qu'il y ait une volonté pour les questions notamment de précompte, donc de pouvoir reconnaître que oui, le diffuseur a aussi sa responsabilité, puisque malheureusement, et c'est l'exemple qui a été donné hier à la réunion par un membre de la Ligue, il me semble que c'était Frédéric, en fait même les grandes maisons, parce qu'au début on peut penser, bon c'est peut-être les petites maisons par exemple qui ont des problèmes de compta parce que on fait un peu des bouts de ficelle, mais quand on voit que des grandes maisons d'édition peuvent, et moi c'est mon cas avec par exemple des diffuseurs qui sont des sociétés d'audiovisuel qui ont pignon sur rue, qui peuvent parfois renacler à donner les fameux certificats de précompte. Donc je dois dire que sur ce point vraiment je me réjouis qu'on soit entendu et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas laisser les auteurs tout seuls. Autant je pense qu'il est important qu'il y ait une responsabilité des auteurs et qu'on aille vérifier ça, qu'on vérifie à la fin les déclarations, ça me semble plutôt une bonne chose. Mais vraiment, voilà, je me réjouis que la responsabilité ne soit pas portée uniquement par les auteurs et les autrices, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler dans ce sens, et également qu'on va arriver à pouvoir travailler notamment avec les caisses d'assurance maladie pour éviter ce non-recours qui est vraiment massif et qui est un véritable problème qui met beaucoup de personnes matériellement dans des situations extrêmement difficiles. Monsieur Amghar, peut-être pour conclure. Déjà pour vous remercier de cet échange qui est vraiment très intéressant pour moi. Vous inviter à continuer à nous faire remonter des situations parce que ça me permet aussi d'identifier un certain nombre de problèmes. Vous dire que voilà, bien entendu, nous aussi, on souhaite que tous les difficultés qu'on connaît s'améliorent. Alors certaines sont à notre main. Après, ce qui concerne l'assurance maladie, la CAF ou le ministère, ça, le mieux qu'on puisse faire, c'est de relayer. Et vous inviter aussi, inviter vos adhérents à aller sur le replay de notre webinaire que nous avons fait lundi sur... Oui, il y a des questions-réponses, c'est ça. Voilà, parce que ça peut aussi apporter un certain nombre d'éclaircissements à des questions que les autrices, auteurs, artistes se posent.
Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été nombreux et présents pour ce vidéo live. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode sur d'autres thématiques. Et merci à vous toutes et tous d'avoir accepté d'échanger ce soir. C'est toujours très intéressant. On sait que c'est des situations difficiles, mais on espère au moins que le dialogue et toutes ces questions qui sont posées nous permettent au moins de passer cette étape qui est extrêmement importante pour nous tous. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir.